Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire de l'enseignement. Je m'appelle Clémentine Schilt et je suis responsable de l'enseignement numérique à l'Institut Pasteur. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Thierry Lang, qui est responsable des relations internationales pour l'enseignement. Donc aujourd'hui, vous allez avoir la chance d'entendre Étienne Patin, qui va vous parler de l'histoire d'Homo sapiens à la lumière de la génomique. Merci Clémentine pour ton introduction. Bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, je m'appelle Étienne Patin, je travaille à l'Institut Pasteur. Je suis aussi chercheur au CNRS et généticien des populations humaines. Donc, comme le titre ne l'indique pas, je ne vais pas parler de toute l'histoire d'Homo sapiens parce que ça prendrait beaucoup plus que 45 minutes, mais m'intéresser effectivement qu'à son histoire récente au cours d'une période qu'on appelle le Holocène, qui correspond à peu près aux derniers 11 000 ans. Pourquoi cette période en particulier? Pour deux raisons. Parce que les apports de la génétique ancienne et moderne sont particulièrement importants pour cette période, et un peu moins sur la période précédente, le Pléistocène. Et la deuxième raison, c'est que également le Holocène est une période particulièrement intéressante pour l'émergence de nouveaux modes de subsistance et de nouvelles innovations technologiques qui vont nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Alors, quand on observe un petit peu tous ces portraits faits par Alexander Kimoshin, photographe, qui a passé plus de 15 ans à traverser le monde pour prendre en photo tout un tas de gens à différents endroits, on peut difficilement ne pas être interloqué, ou en tout cas, voire même fasciné, par cette immense diversité, aussi bien culturelle que biologique, qui caractérise notre espèce. Cette grande diversité, elle a toujours posé question, sûrement, à l'humanité. Elle a posé question parce qu'on a voulu chercher à se définir en tant qu'individu dans un groupe et en tant que groupe dans un plus grand ensemble de groupes. Ces questions, on pense qu'elles taraudent l'humanité depuis bien longtemps parce que on voit par différentes manifestations qu'elle était au centre d'interrogations, aussi bien dans les populations traditionnelles il y a des centaines d'années, des milliers d'années, voire encore aujourd'hui, par la présence quasiment systématique de mythes fondateurs, ces récits qui permettent d'expliquer pourquoi est-ce que notre population à laquelle on appartient est différente des autres et comment elle a pris son origine. On le voit également apparaître dans les premiers récits descriptifs, voire ethnographiques, des différentes populations, dans ce cas qui habitent dans le bassin méditerranéen, avec les histoires pardon, d'Hérodote, écrites pendant l'Antiquité grecque. On voit également apparaître cette problématique de la diversité, de l'identité de notre espèce dans des tentatives plus ou moins heureuses de classifier de manière scientifique les individus et les populations humaines, ça dès le XVIIe siècle environ, avec les premiers travaux de linguistique et également d'ethnographie, puis de classification biologique. Avec ici un exemple que peut-être vos parents ou grands-parents ont eu entre les mains en tant qu'enfants, d'une classification présentée dans le Tour de France de deux enfants, par deux enfants, pardon, où on classe de manière plus ou moins heureuse les populations humaines en quatre grandes races, blanches, amérindiennes, asiatiques et africaines. Enfin, plus récemment, on voit encore transparaître cette question primordiale de notre diversité et de nos origines, avec des approches plus personnelles de recherche de nos propres racines, avec des recherches généalogiques d'un côté, et puis des tests ADN plus récemment, qui proposent de vous donner de manière plus ou moins floue vos origines génétiques. Donc, ces questionnements fondamentaux de notre diversité, elle a également été abordée plus récemment par la science fondamentale, par la science moderne, au cours du XXe siècle, on va dire à partir de la moitié du XXe siècle. Et pourquoi est-ce que cette science moderne s'intéresse à la question de la diversité humaine? Parce qu'en réalité, comprendre l'origine de cette diversité va à peu près correspondre à reconstituer l'histoire de l'émergence et de la transmission des traits culturels et biologiques humains. Qu'est-ce que j'entends par là? Si je veux savoir quelle est l'origine d'une langue, par exemple, je vais essayer de remonter dans le temps pour essayer de savoir quand est-ce qu'elle s'est séparée d'autres langues. Donc ici, on va essayer de reconstituer encore une fois l'émergence d'une langue et sa transmission entre individus au cours du temps.
De la même manière, on peut s'intéresser à la transmission de traits biologiques et reconstituer l'histoire de ces traits biologiques et de ces traits culturels au même moment va nous permettre d'aborder une question qui est aussi très fondamentale et très importante en anthropologie, les sciences qui étudient les humains, c'est comment culture et nature ont coévolué chez Homo sapiens. Alors pourquoi s'intéresser à cette question chez Homo sapiens? Comme vous le savez tous, notre espèce est particulièrement diverse au niveau culturel. Nous ne sommes pas la seule espèce à avoir des cultures différentes. Je pense notamment aux chimpanzés, aux orques et ainsi de suite. Mais chez l'homme, chez les humains, pardon, c'est particulièrement développé. Et donc c'est une opportunité intéressante pour vraiment aller décortiquer comment ces deux phénomènes, culture et nature, peuvent évoluer de concert ou de manière décorrélée dans le temps. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et vous parler un petit peu justement de ces phénomènes chez les humains au cours de l'Holocène, j'ai besoin de faire quelques rappels de concepts. Et les premiers, c'est de voir rapidement avec vous comment se transmettent les traits culturels et biologiques. Alors ça, je pense que tout le monde le sait en réalité, mais c'est juste pour bien clarifier ce à quoi je fais référence. Lorsqu'on s'intéresse à un trait culturel, j'entends par là un trait qui n'est pas génétique et qui peut être transmis de manière simple d'individu à individu par la communication. Et ça va inclure l'utilisation du blé, d'une pierre polie, ça peut inclure également l'utilisation d'une poterie, d'un style de poterie particulier, l'invention d'un nouveau style de poterie, l'invention de bateaux, d'une écriture, ça peut aller jusqu'à l'utilisation du dernier mème à la mode sur votre serveur Discord favori. Dans tous ces cas-là, le comportement, la transmission de ces traits culturels se fait de deux façons. Soit elle se fait de manière horizontale, entre individus au sein d'une génération. Donc là, c'est par exemple entre amis au sein de la même génération. Elle peut également se faire de manière, ce qu'on appelle verticale, c'est-à-dire qu'elle est transmise d'une génération à l'autre. Par exemple, une enseignante de CP qui apprend à lire et à écrire à ses élèves. De manière générale, si on cherche à reconstituer l'histoire de ces transmissions aussi bien verticales qu'horizontales de traits culturels, on va apprendre pardon, une approche d'archéologie qui étudie par exemple la répartition de certaines poteries dans l'espace et dans le temps, et la linguistique qui va essayer de reconstituer par une approche qu'on appelle de linguistique historique ou de philo-linguistique l'évolution des mots. Qu'est-ce qu'il en est des traits biologiques? Bon, ça, je pense que tout le monde le sait également, mais c'est important d'être tous sur la même longueur d'onde. La transmission de traits biologiques héritables ne se fait évidemment que de manière verticale et pas de manière horizontale. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas transmettre notre ADN à nos amis de manière complètement horizontale au sein de notre génération. Par contre, comme vous le savez tous et toutes, notre patrimoine génétique est hérité de moitié de notre mère, de moitié de notre père de manière verticale. Qu'est-ce que j'appelle ici des traits génétiques ou biologiques? Ça inclut évidemment notre ADN, transmis par nos parents, les mutations présentes dans cet ADN, et certaines de ces mutations vont avoir un impact sur notre apparence physique, par exemple, la couleur de nos yeux, notre taille, mais également des impacts plus difficiles à observer, mais qui sont tout aussi importants, comme notre résistance aux maladies, comme ici je l'illustre rapidement avec la résistance génétique au paludisme. Évidemment, ce n'est pas les archéologues et les linguistes qui étudient ça, mais les généticiens de population, dont je fais partie, qui vont essayer de reconstituer cette histoire de la transmission des gènes au cours du temps. Donc là, voilà, j'ai ces deux concepts-là, transmission culturelle qui se fait de manière horizontale verticale, donc potentiellement d'ailleurs plus rapidement que les traits génétiques et biologiques, qui eux se transmettent que de manière verticale. Par contre, étudier les deux en même temps, donc chercher l'information aussi bien auprès de l'archéologie, de la linguistique que de la génétique, nous permet vraiment d'aller voir à quel point ces deux phénomènes vont évoluer ensemble ou pas. Et là, on peut discerner différents scénarios. Je vais prendre l'exemple ici, parce qu'on va en reparler évidemment par la suite. Pour l'instant, ça reste un exemple théorique de l'apparition de l'agriculture, qui est un phénomène absolument essentiel dans l'histoire de notre espèce. Donc,
On se place dans une situation où cette fois, on n'a pas que des transmissions entre individus au sein d'un groupe, mais on va vraiment se placer dans une situation plus réaliste où on a différents groupes qui sont séparés les uns des autres. J'ai un groupe bleu et un groupe rouge, le groupe bleu dans une région, le groupe rouge dans une région voisine, et les deux sont séparés par cette barre verticale pointillée grise qui correspond à ce que je vais appeler une barrière reproductrice, pardon, une barrière contre l'échange aussi bien de gènes que potentiellement de cultures. Et puis à un moment dans le temps, un individu bleu va avoir l'idée de planter du blé et de se nourrir de ce blé. C'est une innovation et cette innovation va se transmettre aussi bien au niveau horizontal que vertical au sein de la population bleue. Et la question maintenant est qu'est-ce qui se passe pour la population rouge? On a quatre, je vous ai dit quatre scénarios possibles, simplifiés on va dire, hein. Le premier scénario, c'est un scénario que je vais appeler diversification, où tout simplement la barrière qui existe entre ces populations bleues et rouges reste effective. La population bleue reste à gauche, la population rouge reste à droite, et les modes de subsistance de ces deux populations restent les mêmes. D'un côté, agriculteurs, de l'autre côté, chasseurs-cueilleurs. Je parle de diversification parce qu'ici, on va avoir ces deux populations qui vont continuer à évoluer, aussi bien culturellement que biologiquement, indépendamment l'une de l'autre. Et donc ici, on a une corrélation entre génétique et nature et culture, entre génétique et comportement et mode de subsistance, qui, au passage, est simplement due au fait que ces populations ont été historiquement séparées les unes des autres, empêchant la transmission. Deuxième scénario, la diffusion culturelle. Dans ce cas-là, la population de la région voisine rouge acquiert le mode de vie agriculteur, il arrive à planter du blé, et il a acquis cette connaissance par un apprentissage de voisin en voisin, de proche en proche, depuis la population bleue. Mais la population bleue ne s'est pas déplacée. Les individus bleus ne bougent pas. Ils ont simplement transmis leur mode de subsistance aux voisins, qui l'ont transmis aux voisins, qui l'ont transmis aux voisins, jusqu'à ce qu'au final, les deux populations pratiquent toutes les deux l'agriculture. Diffusion strictement culturelle dans ce cas-là. C'est le terme consacré pour dire changement culturel sans changement, sans mouvement de population. Et comme vous pouvez vous y attendre, le scénario suivant va être cette fois un scénario inverse, qu'on appelle diffusion démique, à l'inverse de culturel, où cette fois, l'apparition de l'agriculture dans la région voisine, la région avec la population rouge, ne se fait pas par strict changement culturel, mais par un changement aussi bien culturel que biologique. Car en réalité, la population bleue remplace la population rouge. En fait, elle rentre en migration, arrive dans la région voisine, remplace la population existante, et cette pauvre population rouge, malheureusement, ne va pas contribuer génétiquement à la génération actuelle. Donc, diffusion endémique avec remplacement. Et enfin, le quatrième scénario qui est intermédiaire entre les deux précédents, il s'agit cette fois de diffusion qui va être démique. L'utilisation de l'agriculture se déplace avec les gens, ou plutôt c'est les gens qui se déplacent avec leur agriculture dans une nouvelle région. Mais localement, on n'a pas un remplacement de population, mais un métissage entre les populations bleues et rouges. Donc là, j'ai résumé en réalité, j'ai transformé une question qui était très, très large sur comment fonctionne la coévolution culture-nature au sein de notre espèce par quatre scénarios à tester sur des données réelles avec comme question de fond, est-ce que je suis capable de savoir, à partir de mes données génétiques, archéologiques et linguistiques, si les grands phénomènes de changement culturel qui ont eu lieu pendant le Holocène se sont faits par diffusion démique, par diffusion culturelle ou pas. Et pour ça, il faut que je puisse rapidement traduire ces scénarios que je vous ai exposés rapidement par un modèle génétique. En tant que généticien, il me faut pouvoir euh, avoir un modèle que je puisse tester à partir des données génétiques. Alors, si je devais traduire diffusion culturelle, démique, avec remplacement ou avec métissage, pardon, en termes de modèle génétique, ça ressemblera à peu près à ça. Donc, si vous regardez ici en haut à droite, le modèle de diffusion culturelle, je vous rappelle, deux populations bleues et rouges sont séparées depuis longtemps. La culture passe de la bleue à la rouge sans changement, sans mouvement de population.
Notre modèle génétique est le suivant. La population bleue et la population rouge actuelle se sont séparées il y a longtemps, avant l'apparition de l'agriculture. Et l'agriculture est passée d'une population à l'autre. Deuxième modèle, diffusion démique avec remplacement. Dans ce cas-là, le modèle qu'on cherche à tester, c'est un modèle où la population rouge n'existe plus. On ne la voit plus. Elle a été remplacée. Et donc, évidemment, si je m'intéresse qu'à des génomes de population actuelle, je ne pourrais pas tester ce modèle-là parce que je n'ai pas accès à la population rouge. Je ne sais pas qu'il y a eu remplacement. J'ai juste l'impression que la population bleue a toujours été là, aussi bien dans la région d'émergence de l'agriculture que dans la région voisine. Bon, ce que je sais, c'est que les populations bleues dans le sens de gauche et bleues de droite, ici, sont séparées il n'y a pas très longtemps. Mais bon, ça ne suffit pas. Et on va voir comment on va pouvoir tester quand même ce modèle avec les avancées récentes en génomique. Et enfin, le dernier modèle, ce modèle-là, il suggère un métissage entre la population bleue et la population rouge, que je représente ici par ce qu'on appelle une réticulation un arbre. C'est-à-dire que notre population actuelle, ici, qui était dans la région voisine, a des ancêtres aussi bien dans la population bleue que dans la population rouge, qui peut avoir disparu sous sa forme non métissée. Très bien. Donc, j'ai ma question générale. Comment expliquer la grande diversité culturelle et biologique humaine et à quel point ces diversités ont évolué ensemble ou pas dans le temps? J'ai des scénarios indépendants à tester et j'ai un modèle génétique qui va me permettre vraiment de dire lequel de ces scénarios est réel et arrivé le plus possible dans notre espèce. Et comme je vous ai dit juste précédemment, très brièvement, pour pouvoir tester ces différents modèles génétiques, je vais devoir accéder à de l'ADN d'individus qui ont disparu et qui n'ont pas contribué à la génération actuelle, donc des individus anciens qui font partie d'une population qui a disparu. Et ça, il n'y a pas de solution autre que celle de séquencer l'ADN, le génome d'individus qui sont décédés il y a longtemps, donc séquencer de l'ADN ancien. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails du tout de ça, mais c'est vraiment depuis à peu près 20 ans qu'on sait qu'on peut, d'une part, séquencer des génomes humains, qui soient modernes ou anciens, à très haut débit pour pas très cher, avec des technologies qu'on appelle de séquençage nouvelle génération, que d'autre part, il y a suffisamment d'ADN, même s'il est fragmenté et abîmé, dans les squelettes, pour pouvoir séquencer cet ADN avec ces méthodes de nouvelle génération. C'est grâce à cette petite révolution technologique qu'on va pouvoir vraiment aller rechercher la, comment était le patrimoine génétique de populations qui ont complètement disparu aujourd'hui. Également, ça va nous permettre de mieux comprendre quelles populations ont contribué à la génération actuelle. Alors, ces nouvelles technologies vont être également combinées avec des nouvelles méthodologies. C'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, parce que les méthodes intéressent peut-être un peu moins. Mais ces nouvelles méthodologies sont tout aussi importantes et tout aussi fondamentalement euh, transformatrices de notre discipline, de la génétique des populations. Pourquoi? Parce qu'en réalité, jusqu'à très récemment, on conceptualisait l'espèce humaine, mais c'est vrai pour d'autres espèces, comme un simple arbre phylogénétique, où chaque population est une branche de cet arbre, et chacune de ces branches est indépendante les unes des autres. Comme je l'ai parlé un petit peu précédemment, ce qu'on ici pense en réalité, c'est que la plupart des individus sont issus de métissage, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne descendent pas d'une population ou d'une autre, mais de deux populations ancestrales. Donc, c'est ces nouvelles méthodologies qui embrassent vraiment la nature métissée des populations et cette possibilité de flux génique entre populations qu'on pensait isolées, qui va amener, avec l'avènement de l'ADN ancien, à un réel changement conceptuel dans notre discipline. J'en ai fini avec mes prérequis et nous allons pouvoir passer à l'histoire d'Homo sapiens en soi et répondre à la question qui m'intéresse sur la coévolution. Bref rappel de l'histoire du peuplement de la Terre par Homo sapiens. Je suppose que tout le monde est au courant de ça, mais je préfère donner ce petit rappel très bref. Que ce soit la génétique ou l'archéologie, amène à un modèle consensuel du peuplement du monde qui est le suivant. Comme vous le savez, nous venons tous d'Afrique subsaharienne, de l'espèce Homo sapiens. Il y a plus de 100 000 ans, il existait déjà plusieurs populations d'Homo sapiens en Afrique.
des populations qui étaient déjà différenciées les unes des autres. On le sait, pourquoi? Parce que quand on regarde les populations actuelles africaines, leur temps de séparation, qu'on peut estimer à partir de données génétiques, est de l'ordre de 100 000 à 200 000 ans. Donc, il y avait déjà de la structure au sein de l'Afrique avant la sortie d'Afrique. Une sortie d'Afrique a été couronnée de succès et a permis à Homo sapiens d'aller coloniser le reste des continents, il y a à peu près 70 000 ans, avec un peuplement assez rapide de l'Eurasie jusqu'à l'Océanie au cours, enfin, à peu près entre 50 000 et 45 000 ans. Et puis, on a des populations sibériennes qui vont passer le détroit de Bering vers 18 000 et qui vont peupler tous les deux Amériques du Nord et les trois Amériques, du Nord, du Centre et du Sud. Donc cette image-là, elle est à peu près dans la tête de tout le monde. On a à peu près un consensus sur ce peuplement. Mais par contre, la question, c'est qu'est-ce qui se passe après? Là, on est au Pléistocène. On vient d'arriver jusqu'à à peu près moins 18 000 ans. Les populations de chasseurs-cueilleurs, parce que tous ces points-là sont des chasseurs-cueilleurs, sont à peu près établis un peu partout. Est-ce que euh, toutes les populations actuelles sont les descendantes directes uniquement de ces populations de chasseurs-cueilleurs ou il s'est passé d'autres choses entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et là, il faut bien que tout le monde soit conscient qu'en réalité, sur Terre, il y a à peu près 18 000 ans, entre 18 000 ans et 10 000 ans, se passe quelque chose d'absolument fondamental et qui a un impact énorme sur notre histoire évolutive, c'est un réchauffement climatique. Donc, vous avez représenté sur l'axe des Y ici la température à la surface de la Terre, moyenne sur tout le globe, qui va gagner à peu près 8 degrés de l'espace de quelques milliers d'années entre cette période qu'on appelle le dernier maximum glaciaire et le Holocène qui débute à peu près au moment où la température arrive à une valeur d'équilibre. Et cette augmentation de la température terrestre va évidemment avoir des conséquences, et la principale conséquence qu'on lui connaît pour notre espèce, c'est l'apparition de l'agriculture et de l'élevage. Donc, agriculture de plantes qu'on va commencer à domestiquer en les prenant évidemment de sources naturelles et élevage d'animaux également sauvages qu'on va domestiquer au cours d'un processus qui est plus ou moins long. Il est important ici de bien comprendre que cet événement ici d'émergence de l'agriculture et de l'élevage ne s'est pas fait une seule fois, mais plusieurs fois de manière indépendante dans le monde entier avec certains des centres qui sont mieux caractérisés que d'autres, comme par exemple le croissant fertile, avec la domestication du blé et des bœufs, ou encore le bassin du Yangtze en Chine qui va qui va voir apparaître la domestication de certains cultivars du riz, ou encore le maïs en Amérique centrale. Alors, j'ai ces apparitions indépendantes de l'agriculture et de l'élevage sur différents continents, et je reboucle sur ma question initiale. Est-ce que la grande diversité de modes de subsistance actuels, grande diversité biologique, euh, est-ce que ces deux phénomènes sont corrélés chez notre espèce? Est-ce que, en d'autres termes, l'agriculture s'est transmise de manière démique ou biologique, ou manière, pardon, démique ou culturelle, excusez-moi, entre individus depuis leur apparition? Comment ces innovations se sont diffusées? Je me sers de ce modèle de l'innovation néolithique parce qu'en fait, elles sont assez faciles à discerner par les archéologues et on va pouvoir maintenant, en comparant avec la génétique, savoir, encore une fois, est-ce que les deux ont changé ensemble. Et on commence par le cas de l'Europe de l'Ouest. Pour représenter le modèle actuel de peuplement de l'Europe de l'Ouest, qui est particulièrement bien maintenant compris et détaillé, je vais juste introduire cette représentation graphique où chaque barre horizontale ici correspond à un individu, celui-là du Mésolithique, donc avant le Néolithique, et cela de l'âge du fer par exemple. Chaque individu correspond à différentes proportions de couleurs. Et qu'est-ce que sont ces couleurs? Ces couleurs, on peut l'imaginer comme une, une population ancestrale, une population jaune, une bleue, une verte,
qui ont contribué génétiquement de manière différentielle au génome de l'individu. Donc si je prends cet individu de l'âge de bronze en particulier, il a à peu près 50% de jaune, à peu près 25% de bleu et 25%, pardon, 25% de vert et 25% de bleu. Si je regarde son génome cette fois directement, on voit des segments qui viennent plutôt de la population jaune, plutôt de la bleue, plutôt de la verte. Et en réalité, ce que je représente simplement par cette barre ici horizontale, c'est la proportion du génome de cet individu qui vient d'une des trois populations ancestrales. Et donc, je vais utiliser cette représentation sur une carte géographique pour expliquer les différents changements, aussi bien biologiques que culturels, qui se sont opérés en Europe de l'Ouest au cours des derniers 20 000 ans, en quelques minutes. Pour commencer, on quitte, comme je vous l'ai dit, le dernier maximum glaciaire, une période de grand froid. Les quelques génomes, s'il n'y en a pas beaucoup, de chasseurs-cueilleurs qui datent de la période 19 000, 14 000 avant aujourd'hui, sont tous assez proches génétiquement. Pour ça que je les représente ici avec une seule couleur, bleu clair. Cette composante bleu clair, elle est associée à une culture qu'on appelle magdalénienne, et leurs caractéristiques génétiques les font tous ressembler à un individu type qui est utilisé habituellement comme représentant de cette ascendance qui vient de Belgique et qui s'appelle Goyette Q2. Donc là, on a une homogénéité au niveau de l'Europe avec une seule composante, bleu clair, et on pense d'ailleurs elle viendrait probablement de la péninsule ibérique qui aurait servi de refuge au moment où il faisait très froid pendant le maximum glaciaire et qui aurait donc repeuplé l'Europe vers le nord. Donc ça, c'est notre point de départ, chasseur-cueilleur magdalénien. Il y a à peu près 14 000 ans, apparaît une nouvelle composante génétique. Donc ça, encore une fois, c'est à partir d'ADN ancien, hein, tout ça, ces résultats. Nouvelle composante génétique, en bleu foncé ici. Et cette composante génétique, elle est affiliée à un individu qu'on appelle Villabruna, et elle correspondrait à une petite phase aussi de changement climatique qui aurait favorisé leur expansion. Donc ce sont encore une fois des chasseurs-cueilleurs associés à différentes cultures. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le propos aujourd'hui. Différentes cultures. Et ici, on voit un remplacement de population, principalement en Europe continentale et également en Angleterre, avec les populations historiquement bleu clair, goyettes, magdaléniennes, qui sont remplacées par les populations bleu foncé. Une exception, la péninsule ibérique, encore une fois, où cette fois on a métissage entre ces deux groupes de chasseurs-cueilleurs, bleu foncé et bleu clair. Et là on en arrive à point central ici. Que se passe-t-il au moment du néolithique? Les archéologues voient très clairement dans toute l'Europe apparaître un complexe culturel qui associe l'utilisation de certaines poteries et également évidemment la sédentarité, l'utilisation d'espèces domestiquées comme le blé ou les bœufs, ainsi que des pierres polies, se répandre dans toute l'Europe selon deux courants principaux représentés ici par les flèches. Ces courants sont reconstitués à partir des caractéristiques des poteries, la culture cardiale d'un côté au niveau méditerranéen et la culture rubanée au niveau de l'Europe plutôt continentale interne. Évidemment, l'archéologie ne nous dit rien du tout sur le fait que cette diffusion de complexes culturels s'est faite de manière culturelle strictement. Les individus ne bougent pas et les poteries bougent, les modes de vie bougent, ou de manière démique avec des mouvements de population. Et encore moins, on sait s'il s'agit d'un mouvement démique, s'il y a eu remplacement ou métissage. Et là, donc, la génétique, depuis à peu près 10 ans, a apporté une réponse qui est nette, précise et sans détour. La diffusion de l'agriculture en Europe s'est faite de manière démique avec métissage, dans la grande majorité des cas. Donc, c'est représenté ici par le fait que les individus ici qu'on observe aussi bien en Europe continentale de l'Ouest qu'en Angleterre ont cette composante aussi bien bleue, des chasseurs-cueilleurs
qu'on a vu précédemment, et verte, composante verte, qui est issue des premiers agriculteurs anatoliens. Parce qu'effectivement, quand on regarde la partie du génome des Européens du néolithique qui n'étaient pas là avant, cette partie de génome est très très similaire des populations anciennes qui vivaient donc en Turquie actuelle à l'époque, donc en Anatolie, et qui ont commencé à pratiquer l'agriculture avant les Européens. Donc tout ça nous laisse penser de manière assez claire que l'agriculture s'est diffusée en Europe par des migrations de populations originaires d'Anatolie et qui avaient déjà donc la pratique de l'agriculture. Alors, cette diffusion strictement démique enfin, de l'agriculture qui s'est faite en Europe n'est pas une règle absolue. En réalité, quand on va en Anatolie, là où là d'où viennent ces populations de premiers agriculteurs qui vont peupler l'Europe et se métisser avec les chasseurs-cueilleurs, eux-mêmes ont acquis l'agriculture par diffusion culturelle. Comment est-ce qu'on sait ça? Alors, c'est pas encore complètement certain, mais à partir des travaux que je vais vous expliquer brièvement ici, on sait que les chasseurs-cueilleurs anatoliens, donc qui ne pratiquaient pas du tout l'agriculture, est représenté ici par un carré rose qu'on voit ici sur ce graphique que je vais expliquer, étaient génétiquement très similaires aux populations agricultrices de la même région. Donc ce graphique ici, qu'on appelle une analyse de composante principale, permet de représenter sur un espace à deux dimensions simplement les affinités génétiques entre les individus. On ne se sert ici que de la génétique. Et quand on regarde ces affinités, on voit que, comme je le disais, chasseurs-cueilleurs et agriculteurs sont identiques génétiquement, en tout cas ils se colocalisent au même endroit au niveau de cet ACP, donc les carrés roses avec ces triangles orange et les losanges verts, ils sont à peu près au même endroit, et d'ailleurs ils colocalisent avec les premiers agriculteurs européens, puisque ces premiers agriculteurs viennent d'Anatolie. Et donc, on ne voit pas un triangle, pardon, on voit pas un carré rose qui est à l'autre bout de l'ACP, hein. Il est vraiment très proche des agriculteurs, ce qui laisse penser que le changement de mode de subsistance de chasseur-cueilleur-agriculteur en Anatolie ne s'est pas accompagné d'un changement de population. C'est la même population qui acquiert un mode de vie, un mode de subsistance qui lui vient probablement du croissant fertile. Un petit peu après, un petit peu après quelques milliers d'années après l'arrivée des Anatoliens en Europe, on voit à peu près au cours des 5000 dernières années une deuxième vague de migration massive, ce qui celle-ci n'était pas du tout attendue au niveau archéologique. Donc il y a un vrai apport ici de la génétique ancienne sur ce sujet. Et cette migration, elle a lieu donc à la fin du Néolithique et elle amène dans toute l'Europe une nouvelle composante, représentée ici en jaune, qu'on attribue à des populations qui vivaient dans l'Ukraine actuelle, dans les steppes pontiques. Donc la zone jaune ici représente à peu près ce qu'on pensait être l'aire de répartition à l'époque de ces populations. Donc ces populations, elles sont attribuées à ce qu'on appelle la culture Yamna ou Yamnaya. Ce sont des populations qui utilisent pour les premières fois des chariots à roues qui leur permettent de se déplacer plus rapidement, tirés probablement par des bœufs. L'utilisation également de tombes individuelles est une caractéristique de la culture Yamna. Et ce seraient des populations majoritairement pastoralistes, donc qui se déplacent souvent avec les animaux. Cette expansion qu'on observe, qu'on détecte avec la génétique, euh, elle a en réalité un effet sur aussi bien l'Europe de l'Ouest, pardon, excuse-moi, que à l'est de l'Ukraine. Et ces expansions donc, vont s'opérer dans les deux directions. Mais comme on s'intéresse ici à l'Europe de l'Ouest, je ne parlerai que de l'Europe de l'Ouest. Les populations Yamna donc migrent vers l'ouest, rencontrent les populations néolithiques qui sont, je vous le rappelle, à moitié bleues, à moitié vertes, à moitié anatoliennes, à moitié chasseurs-cueilleurs de l'ouest européen. Et de ce métissage va émerger des nouvelles cultures, dont la céramique cordée, qui va ensuite être transportée par de nouvelles migrations plus à l'ouest. Donc encore une fois,
on voit à travers cet exemple ici que la majorité des populations d'Europe euh, sont issues ici du métissage entre des populations néolithiques préexistantes, elles-mêmes métissées entre chasseurs-cueilleurs et anatoliens, et cette composante Yamna, qui arrive donc à la fin du néolithique et à l'âge du bronze. Encore une fois, on pense ici à une diffusion démique d'un certain nombre de caractéristiques, comme l'utilisation de tombes individuelles. Mais cette diffusion n'est pas que démique avec métissage. On a des exemples ici avec la culture campaniforme qui, elle, émerge à peu près au même moment que la céramique cordée dans la péninsule ibérique. Donc un nouveau style de poterie en forme de cloche inversée. Cette culture campaniforme, elle émerge chez des populations qui n'ont pas beaucoup de jaune, pas beaucoup de composantes Yamnaya, et pourtant on va la retrouver présente plus tard dans des populations avec beaucoup de composantes Yamnaya, comme par exemple la population d'Angleterre. Pardon. Donc juste pour revenir là-dessus brièvement, avec des couleurs différentes, parce que je tire cette publication, cette figure pardon, d'une publication où je n'ai pas pu changer les couleurs. Les populations d'Angleterre, entre 4000 et 2500 avant notre ère, n'ont qu'une seule composante génétique, représentée en bleu. Chaque individu, encore une fois, est une ligne horizontale. Donc ces individus associés à la culture néolithique ont une composante génétique qui est celle qu'on peut observer euh, au cours entre 4000 voilà, et 3000 avant notre ère en Angleterre, et qui n'est composée uniquement que de chasseurs-cueilleurs et d'agriculteurs anatoliens à l'époque. Et puis arrive la culture campaniforme, ces fameuses céramiques en forme de cloche inversée. Et cette arrivée de la culture campaniforme est associée par un changement majeur, vraiment quasiment complet, du pool génique de la population. Donc on passe de complètement bleu à quasiment complètement rouge au moment de cette arrivée, qui laisse penser que dans ce cas-là, on a une diffusion endémique avec remplacement. La population néolithique préexistante est remplacée par une nouvelle population de culture campaniforme continentale qui, elle, apporte ces gènes qui sont différents. Donc il n'y a pas que des phénomènes de diffusion endémique avec métissage, comme je l'ai montré ici. La plupart des gens ici ont trois couleurs, mais il y a également des situations où on a quasiment un remplacement. Autre fait important, et je vais vous expliquer brièvement ce graphique ici à droite, c'est quand l'intérêt des analyses génétiques est qu'on peut également en apprendre un petit peu plus sur ce phénomène de métissage en soi quand il a eu lieu, et surtout si ce métissage a été biaisé par le sexe. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que les ancêtres des populations du néolithique tardif peuvent être à moitié-moitié des hommes chasseurs-cueilleurs, des hommes agriculteurs et des femmes agricultrices et des femmes euh, chasseurs-cueilleurs. Ou alors il peut y avoir un biais par le sexe, où la plupart des individus métissés du néolithique tardif seraient le résultat de couples, principalement par exemple d'hommes agriculteurs avec des femmes chasseurs-cueilleurs. Alors pour en apprendre plus sur ça, on va comparer les chromosomes sexuels, X, aux chromosomes non sexuels, qu'on appelle autosomes. Et ce ratio, ici, où on va calculer simplement la proportion des chromosomes X qui sont agriculteurs divisé par la proportion des chromosomes autosomaux qui sont agriculteurs, devrait être égal à 1 si le métissage n'a pas été biaisé par le sexe. C'est-à-dire que les individus du néolithique tardif sont issus de couples qui sont aussi bien des hommes agriculteurs avec des femmes chasseurs-cueilleurs que l'inverse, des hommes chasseurs-cueilleurs, des femmes agricultrices. Donc il n'y a pas de biais ici entre ascendance génétique et sexe des individus. Ça, c'est pour le néolithique. Par contre, quand on s'intéresse aux individus de l'âge du bronze, qui descendent du métissage entre des populations reliées à la culture Yamnaya d'un côté et les populations néolithiques locales, on voit un très clair biais de ce ratio X sur autosome qui nous laisse penser que, en plus grande majorité, les individus métissés de l'âge de bronze descendent du métissage d'hommes associés à la culture Yamna et de femmes
associée à la culture, enfin culture, au néolithique de l'époque. Donc ça a évidemment des conséquences importantes sur notre manière de comprendre ce métissage. Il se fait souvent, comme on va le voir encore après, entre des hommes migrants et des femmes autochtones. En tout cas, c'est vrai pour l'âge du bronze, mais pas pour l'apparition de l'agriculture en Europe. On continue avec notre machine à voyager dans le temps pour aller cette fois en Afrique subsaharienne. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce qu'on a également un modèle de diffusion endémique avec métissage ou pas du tout, emplacement ou diffusion culturelle? Comme je vous ai expliqué précédemment, l'Afrique subsaharienne était peuplée par Homo sapiens avant les autres continents, donc on a évidemment plus de structures génétiques au sein de ce continent, car les populations sont là et se sont séparées depuis plus longtemps que les populations en dehors d'Afrique. Et donc ces populations, ça inclut ces différentes couleurs ici que j'ai représentées, des populations assez séparées génétiquement, qu'on peut bien distinguer, d'Africains de l'Ouest, de l'Est, bon, c'est encore une fois très simplifié, et également des populations de chasseurs-cueilleurs qui vivent dans la forêt équatoriale, qu'on appelle pygmées, on ne devrait pas appeler pygmées parce que c'est un terme purement européen, et des populations de chasseurs-cueilleurs de l'Est, comme les Hadza, et du Sud, comme les Khoisan, en jaune ici. Donc chacune de ces populations a sa propre composante génétique parce que, comme je vous l'ai dit, elles sont séparées historiquement depuis longtemps, parfois depuis plus de 100 000 ans entre elles. Alors, outre cette grande diversité euh, de modes de subsistance, de culture, de langue, euh, des linguistes, justement, ont remarqué qu'en fait, plus de 30% de la population, que je ne représente pas encore sur cette carte, une grande majorité d'individus, parlaient tous plus ou moins la même famille linguistique qu'on appelle les langues bantoues. Et donc, les études de linguistique historique et également l'archéologie ont laissé suggérer que dans une région qui se situe à peu près sur la frontière Nigeria-Cameroun, ici en rouge, une grande expansion serait partie de cette région pour amener aussi bien les langues bantoues qu'un certain nombre de pratiques culturelles, dont certaines céramiques, et puis plus tardivement l'utilisation du fer et de l'agriculture, dans tout le reste de l'Afrique subsaharienne, selon un modèle préétabli. Encore une fois, de même qu'en Europe, même si les travaux des archéologues et des linguistes sont particulièrement remarquables pour reconstituer ces diffusions culturelles, pardon, elles ne permettent pas de savoir si ces diffusions sont faites de manière démique ou de manière strictement culturelle. Donc c'est là que la génétique a un intérêt, parce que si on étudie donc, les génomes de toutes les populations, de beaucoup de populations de langue bantoue en Afrique subsaharienne, on voit que toutes, c'est que je surimpose maintenant la carte, toutes ont cette composante rouge qui leur est commune et qui laisse suggérer qu'elles ont toutes une origine récente partagée, en accord avec l'hypothèse d'une diffusion démique des langues bantoues depuis la région de Nigeria-Cameroun. Alors, cette expansion bantoue, elle est encore une fois majeure, elle a lieu au cours des 3000 dernières années, amène à ce que des populations qui étaient autrefois dans cette région uniquement se retrouvent dans toute l'Afrique subsaharienne. Comment se passent les interactions entre population de langue bantoue et population autochtone? Et là, on vous discerne trois cas principaux. Le premier cas, que je représente ici avec le 1 en Afrique du Sud, là où c'est particulièrement visible, c'est que l'arrivée des Bantous il y a à peu près 1500 ans en- s'accompagne d'un métissage assez rapide dans les 500 ans qui suivent avec les populations Khoisan, donc historiquement chasseurs-cueilleurs dans le désert namibien, et pas que. Donc on a une situation ici de classique, on va dire, en tout cas classique quand on regarde l'Europe, de diffusion démique accompagnée de métissage. Donc c'est quelque chose qui s'observe quasiment systématiquement
dans tous les pays, toutes les régions d'Afrique subsaharienne, un métissage systématique qu'on voit ici avec cette composante verte des chasseurs-cueilleurs équatoriaux chez les populations de langue bantoue, le rose ici, le jaune ici, le métissage un peu systématique. Mais pas que. Il y a évidemment toujours des exceptions aux règles. J'ai oublié de dire, excusez-moi, petite parenthèse, en comparant le chromosome X, encore une fois, aux autosomes, aux chromosomes non sexuels, et en s'intéressant aux populations Khoisan, on voit encore une fois la même chose que précédemment. Les individus métissés d'Afrique du Sud sont préférentiellement issus de métissage entre des hommes de langue bantoue et des femmes autochtones, donc Khoisan. Encore une fois, c'est le même schéma. Ce sont les hommes migrants qui se métissent préférentiellement avec les femmes locales. Deuxième situation qui est beaucoup plus rare, mais qu'il faut quand même indiquer, c'est celle du Malawi, mais également en Zambie et au Mozambique, des mêmes observations ont été faites. L'arrivée ici des populations bantoues, langue bantoue, va s'accompagner cette fois d'un remplacement de la population. Donc c'est un cas un peu particulier, on le permet de le voir parce que les individus de langue bantoue actuels au Malawi n'ont pas du tout de composantes préexistantes que je représente ici en bleu et en jaune. Et c'est que grâce à l'ADN ancien, vraiment, donc cette étude ici de Skoglund et al. En 2017, c'est qu'avec l'ADN ancien qu'on va en fait se rendre compte que les populations de chasseurs-cueilleurs de l'Est, ici en bleu les Hadza, et de jaune, ici les Khoisan, n'étaient historiquement pas forcément isolées. Elles formaient potentiellement un continuum de population, c'est pour ça que je les représente ici moitié jaune, moitié bleu, un continuum de population qui a été interrompu par les expansions bantoues. Alors, je mets des petites pincettes sur ce résultat parce que il est fondé principalement sur l'ADN ancien, sans qu'il y ait une étude très poussée de la diversité génétique actuelle des populations de la région. Il est très possible qu'il y ait des individus métissés aujourd'hui entre ancêtres bantous, langue bantou, et ancêtres autochtones, chasseurs-cueilleurs, qui n'ont pas été encore euh, échantillonnés et étudiés. En réalité, je sais déjà la réponse, effectivement, et ces métissages ont eu lieu. Et dernier point, mais c'est pas encore publié, dernier point que je montre en 3. J'ai parlé de diffusion démique avec métissage, diffusion démique avec remplacement. Et en Afrique centrale, on a un cas un petit peu particulier avec une arrivée précoce des Bantous, des populations de langue bantou, qui étaient dans la région il y a au moins 3000 ans, et un métissage avec les populations autochtones, en vert ici, donc population de chasseurs-cueilleurs de la forêt équatoriale, pygmées, beaucoup plus tardif. Donc on a 2000 ans après seulement un métissage, ce qui est assez particulier. Et il laisse penser que dans ce cas-là, on a une situation un peu comme le modèle de diversification que j'ai présenté initialement, des deux populations qui ont des cultures différentes et des origines génétiques différentes, qui restent l'une à côté de l'autre, coexistent sans forcément échanger beaucoup. Alors, en réalité, le métissage a eu lieu, hein, mais il a été vraiment tardif, qui nous a laissé penser au moment de ces études-là qu'il y avait une espèce de tabou strict contre les intermariages entre les deux populations. Résultat, encore une fois, à nuancer avec d'autres résultats qui ont été obtenus en archéologie et qui laissent penser qu'en réalité, si le métissage a eu lieu si tardivement avec les chasseurs-cueilleurs, c'est parce qu'il y aurait eu deux vagues d'expansion bantoue dans la région. Si on regarde le nombre de sites archéologiques en fonction du temps, on voit un premier pic qui correspond à classiquement l'expansion bantoue en Afrique centrale, donc ici dans la région du Gabon. Et ce pic ici va diminuer parce qu'il y a en fait une période de hiatus, un trou en fait, dans l'utilisation des sites archéologiques qui laisse penser que euh, cette première vague-là, s'est peut-être pas arrêtée, elle a continué sans contribuer forcément à la population locale. Ou alors, c'est la même population aujourd'hui de langue bantoue qui reste à ces endroits, mais il y a eu une épidémie qui a fait que leur nombre d'individus a décru.
Par contre, la date de métissage qu'on obtient, nous, avec les chasseurs-cueilleurs, elle est là, ce qui laisse penser que c'est peut-être cette deuxième vague, cette deuxième expansion, qui aurait amené au métissage. Donc peut-être effectivement qu'on reste encore dans le cadre ici de- d'un modèle de diffusion endémique avec métissage. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, les chasseurs-cueilleurs euh, de la forêt équatoriale parlent souvent des langues bantoues et commencent à utiliser aussi un mode de vie sédentaire. Et je vais finir avec le cas de l'Océanie lointaine, qui est aussi assez intéressant et intriguant, et qu'on connaît maintenant de mieux en mieux. Avec des petits rappels de géographie, c'est pas forcément la région qu'on connaît le mieux, hein, l'Océanie lointaine, donc j'explique un petit peu. Donc, depuis quelques dizaines d'années, on a tendance à organiser l'espace géographique océanien en deux régions. L'Océanie proche, qui va inclure la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ainsi que ces archipels ici, qu'on appelle l'archipel de Bismarck et des îles Salomon, et l'Océanie lointaine, qui, elle, inclut la Polynésie, en gros, mais également le Vanuatu ou Fidji. Et cette distinction entre ces deux régions, elle est justifiée par l'histoire justement du peuplement que je vais vous expliquer. L'Océanie proche, effectivement, aurait été peuplée il y a très longtemps. Et ça, on le sait à partir des premiers squelettes Homo sapiens qui ont été trouvés en Papouasie, euh, qui datent d'à peu près 40 000, 45 000 ans. Et on le sait aussi à partir de la génétique, parce qu'on date la séparation entre ces différentes populations, euh, que je vais appeler population papou, parce que c'est comme ça qu'on les appelle. Donc, entre les papous de Nouvelle-Guinée continentale et insulaire, à peu près 30 000 ans. Donc, on sait voilà, que l'Océanie proche est peuplée par des populations papoues depuis plusieurs dizaines de milliers d'années. Et la raison pour laquelle elles ne vont pas aller plus loin est probablement parce qu'elles ont réussi à peupler ces différents archipels de proche en proche avec des méthodes relativement simples de voyage sur la mer. Et quand on vérifie, en fait, chacune des îles est visible à l'œil nu depuis l'île précédente. Donc on n'a pas besoin d'une technologie forcément très poussée pour aller peupler tous ces archipels. Par contre, quand il s'agit d'Océanie lointaine, comme son nom l'indique, il faut des méthodes de navigation à grande distance, au long cours, pour pouvoir aller peupler ces îles-là. Donc ces îles-là ne sont pas peuplées, ne seront peuplées pardon, que 25 000 ans plus tard. Donc à peu près il y a 5 000 ans, on voit apparaître des nouvelles cultures, principalement, donc encore une fois, en Océanie proche, et puis rapidement après en Océanie lointaine. Nouvelle culture comme la culture Lapita, caractérisée par l'utilisation de certaines céramiques, encore une fois, et également probablement l'utilisation de nouveaux types de bateaux qui permettent de voyager à grande distance. Et donc là, encore une fois, des travaux précurseurs de l'archéologie et de la linguistique vont émettre l'hypothèse de ce qu'on appelle l'expansion austronésienne, une expansion qui partirait de Taïwan il y a à peu près 5000 ans et qui va se répandre en Asie du Sud-Est et insulaire, puis en Océanie proche, et pour la première fois en Océanie lointaine, avec l'arrivée de ces premiers complexes culturels Lapita au Vanuatu et en Polynésie de l'Ouest il y a à peu près 3000 ans, 2900 ans. Encore une fois, vous attendez évidemment à ce que je pose la même question. Est-ce que cette expansion austronésienne, ce phénomène majeur qui amène donc une nouvelle culture, une nouvelle méthode de navigation et une nouvelle langue austronésienne, et s'est opéré de manière endémique ou culturelle. Encore une fois, ici, la génétique va nous permettre de répondre avec l'étude donc d'ADN ancien sur toutes ces régions-là, qui montre déjà d'une part, pardon, que les premiers habitants de l'Océanie lointaine étaient génétiquement très très proches des Taïwanais, donc validant l'hypothèse d'une origine taïwanaise des populations de langue austronésienne actuelles. Et également, vous voyez que ces premiers individus qui sont pardon, en Océanie lointaine
n'ont pas beaucoup de violets, de papous, ce qui laisse penser que ces migrations à travers l'Océanie proche ne se sont pas accompagnées de métissage initialement. Donc là, on n'a pas un modèle de remplacement, évidemment, parce qu'il n'y a personne qui habite dans cette région. Mais par contre, on a visiblement une situation où il n'y a pas forcément de métissage. En tout cas, quand on regarde les ADN, les génomes qui datent de 3 000 ans à peu près. Quand on avance un petit peu dans le temps, juste quelques centaines d'années après, là ce qu'on remarque, c'est effectivement que le métissage va commencer avec un métissage entre les Austronésiens qui viennent de Taïwan et les populations papoues autochtones, par exemple ici dans les îles Salomon. Mais fait qui est beaucoup plus remarquable et qui est assez inhabituel, c'est que en réalité, la grande expansion austronésienne qui amène les peuples qui donc un composant génétique comme les Taïwanais, on va dire, euh, va être suivi par à peine 200 ans par une deuxième migration, cette fois de Papous, pas du tout austronésiens métissés, qui partent de Bismarck, de la même région que l'Austronésie, parce qu'en réalité, les Austronésiens également partent de Bismarck pour aller peupler l'Océanie lointaine. Donc 200 ans après, on a une deuxième migration donc de populations papous qui vont arriver en Océanie lointaine et qui vont, là, pour le coup, se métisser avec les premiers habitants qui sont austronésiens. Donc là, on a une situation où, en réalité, une première population austronésienne arrive avec des nouvelles pratiques de navigation sur l'île Bismarck. Ils ne se métissent pas avec les populations papoues locales. Donc on a deux populations papoues austronésiennes qui sont l'une à côté de l'autre sur la même archipel, avec l'une d'entre elles qui connaît ces méthodes de navigation. Sûrement que les Papous l'apprennent d'eux, donc diffusion culturelle. Et à 100 ans, 200 ans d'intervalle, on a une migration majeure sur la mer d'Austronésiens non métissés, de Papous non métissés qui se poursuivent pour aller arriver et peupler les îles d'Océanie lointaine, où là, ils vont se métisser de manière intensive et avec un gradient ici qu'on a remarqué récemment de leur ascendance génétique Papou en rose. Donc au Vanuatu, 80% Papou, et puis jusqu'à 20-25% en Polynésie. À noter, encore une fois, quand on s'intéresse en particulier au Vanuatu, donc ça c'est une île donc, que je vous rappelle d'Océanie lointaine, qui a été d'abord peuplée par des Austronésiens non métissés, puis par des Papous non métissés qui se métissent au Vanuatu. Euh, Si on compare encore les chromosomes X avec les chromosomes sexuels avec les chromosomes non sexuels, on voit un biais qui va encore dans le même sens. Les individus métissés Ni-Vanuatu sont issus préférentiellement de couples entre des hommes migrants papous et des femmes austronésiennes locales. Pardon. Pour finir, les populations de Polynésie de l'Ouest, encore une fois métissées entre Austronésiens et Papous, jaunes et roses, vont changer un petit peu génétiquement pour former cette nouvelle composante que je représente ici en bleu, par convénience, encore une fois, par facilité graphique. Encore une fois, ce sont des populations métissées, mais je ne les représente que par une couleur bleue pour simplifier, sinon ça devient compliqué. Donc cette composante que je vais appeler polynésienne, elle va elle-même continuer à se répandre avec les langues polynésiennes, qui sont un sous-ensemble des langues austronésiennes, dans toute la Polynésie pardon, de l'Est, euh, comme la Polynésie française ici, mais également jusqu'à l'île de Pâques, Rapa Nui ou Hawaï. On va également avoir des migrations au cours des 1500 dernières années, depuis la Polynésie en arrière, vers l'Océanie proche, et avec des populations polynésiennes qui vont se métisser avec les populations papoues locales. Dernier résultat inattendu de ces études génétiques, c'est cette composante rouge qui vient d'Amérique centrale ou du Sud et qu'on retrouve à tout petite proportion en Polynésie, en tout cas dans les îles les plus à l'est de la Polynésie de l'Est, et dont on ne connaît pas réellement les origines.
J'en arrive ici à mes conclusions générales. Comment est-ce que j'interprète tous ces différents résultats et comment est-ce que je réponds à la question comment les innovations néolithiques se sont diffusées euh, dans les trois continents que j'ai pris comme exemple, Europe de l'Ouest, Afrique subsaharienne et Océanie lointaine. En réalité, c'est également le cas dans d'autres régions. On voit en très grande majorité une diffusion endémique avec métissage, comme vous avez compris. C'est le cas également en Chine, en Asie de l'Est en général. Et donc, ça me permet de faire un certain nombre de déductions. La première, c'est que très clairement, pendant l'Holocène, les innovations technologiques, qu'elles soient liées à un mode de subsistance par roue ou des bateaux plus performants, ont favorisé l'expansion spatiale de peuples qui maîtrisaient ces technologies. Et ces expansions spatiales ont en retour permis la diffusion de ces technologies. Donc là, on a un phénomène qui est très important dans l'histoire, dans la coévolution nature-culture chez les humains, et, et qui n'est pas forcément si évidente que ça, parce que nous, on est habitués aujourd'hui, avec notre monde mondialisé, notre société mondialisée, à ce que des innovations technologiques, comme utiliser ChatGPT, se répartissent de manière très rapide entre populations, sans qu'il y ait de mouvement de population, évidemment. Mais à l'époque, c'était un phénomène qui était souvent associé. Deuxième fait que je trouve personnellement vraiment remarquable, c'est la rapidité et l'étendue géographique de ces vagues migratoires. On parle ici de traverser des continents entiers en quelques centaines d'années, euh, dans des territoires qui étaient déjà habités. Et donc, c'est vraiment ça pose question vraiment sur comment ces migrations se sont faites à une époque où, quand même, les moyens de déplacement et les conditions sanitaires, de vie, ainsi de suite, n'étaient pas évidentes. Troisième point qui est évidemment essentiel, la- de ces observations, on peut déduire que la majorité des populations actuelles est issue de métissage. On est habitué au concept de métissage pour des populations qui sont des populations qui se sont rencontrées il y a peu de temps. On pense aux populations africaines-américaines, mais en réalité, ces métissages sont beaucoup plus récurrents et communs que ce qu'on pense. Et la plupart des populations en Europe, comme on a vu, ainsi de suite, sont issues souvent de plusieurs populations ancestrales. Donc ça permet de repenser un petit peu la- la- l'histoire génétique de notre espèce, qui n'est plus possible de représenter sous la forme d'un arbre, encore une fois, avec ses branches indépendantes les unes des autres, mais plutôt sous la forme d'un maillage connecté où les populations actuelles et les populations ancestrales sont toutes reliées les unes aux autres par des flux géniques importants. Quatrième point, ces métissages assez récurrents entre populations historiquement isolées laissent penser que migrants et autochtones ont quand même régulièrement dû franchir des barrières culturelles et linguistiques qui les séparaient. On n'a pas d'idée de comment ça s'est fait, évidemment, mais c'est quelque chose qui a eu lieu de manière récurrente. Je ne suggère pas par là, cinquième point, que les métissages qui ont eu lieu se sont faits en absence de violence ou d'établissement de hiérarchie sociale et de domination. On n'est pas en matière pour l'instant de répondre à cette question. On a un élément qui nous permet d'en savoir un peu plus, c'est comme je vous l'ai expliqué, la plupart de ces métissages ont impliqué des hommes migrants avec des femmes autochtones, avec tout ce que ça peut suggérer sur les rapports de hiérarchie qui avaient lieu à ce moment-là entre les populations migrantes et autochtones. Sixième point que je trouve aussi important, c'est que les modèles qui ont été proposés par les archéologues et les linguistes, à partir de quelques tessons de poterie, parfois, répartis sur des régions très grandes et des périodes aussi grandes, ou encore par des changements subtils de mots, d'utilisation de mots pour les linguistes, ont été largement confirmés par la génétique. Donc ici, c'est assez remarquable, on va dire, que archéologues et linguistes aient pu
déduire au cours du dernier siècle ces expansions de manière si précise. Bon, il s'avère qu'ils ont raison, ces modèles sont corrects parce que la plupart de ces diffusions se sont faites de manière démique. Évidemment, si c'est des diffusions strictement culturelles, les traits linguistiques, pardon, les langues pardon, et les traits culturels archéologiques ne seraient pas corrélés avec les mouvements de population et l'immigration. Et enfin, j'ai effectivement la majorité de des événements qu'on a pu voir étaient des événements donc de diffusion démique avec métissage, mais il existe quand même des cas de diffusion strictement culturelle. Quand on a parlé un petit peu, par exemple, de l'émergence de l'agriculture en Anatolie, ou encore d'autres événements, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, et des événements démiques avec remplacement qui ont eu lieu également. Moins fréquent, plus rare, mais quand même, notamment en Angleterre, avec un remplacement quasi complet de la population néolithique par la population de l'âge du bronze associée à la culture campaniforme, ou, euh, ou encore des changements de population de chasseurs-cueilleurs après le dernier maximum glaciaire en Europe. Je vais finir juste avec quelques ouvertures de ces différents résultats. Donc là, j'ai brosser on va dire un portrait très général de ce qu'on peut conclure de ces différents événements dans différents continents, mais ces, ces conclusions amènent à des nouvelles questions, forcément. Et j'en vois trois en particulier que je trouve intéressantes. La première question, c'est quel a été pardon, le statut social des premiers migrants, des premiers couples métissés et de leur descendance pendant tous ces événements de métissage massif entre euh, grande population migrantes et population locale. Donc ça, on peut essayer de l'aborder en travaillant main dans la main entre généticiens et archéologues pour essayer de reconstituer un peu ce statut social à partir de- du contexte dans lequel les individus ont été enterrés, par exemple. Deuxièmement, les grandes vagues migratoires du Holocène n'ont pas fait que diffuser l'agriculture ou les chariots à roues ou les gènes, mais également des animaux, des plantes domestiquées, et pas que, et aussi des microbes, dont les conséquences sur les écosystèmes et sur la santé restent encore à décrire de manière systématique. Et enfin, j'ai parlé au début de cette diversité culturelle humaine, j'ai parlé du fait que, on pouvait reconstituer leur transmission, mais je n'ai pas parlé de l'émergence de ces cultures. Et en réalité, c'est quelque chose qui n'est pas encore, de mon point de vue et de ma connaissance actuelle, vraiment abordé euh, avec la génomique ancienne. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que au-delà du processus de diffusion, où on va pouvoir, comme je l'ai montré aujourd'hui, voir si un fait culturel se transmet de manière démique ou culturelle, strictement culturelle, peut-être que la génomique ancienne pourrait également nous permettre de mieux comprendre comment émergent réellement de nouvelles cultures, de nouvelles langues, et ainsi de suite, en déterminant si les personnes qui ont amené cette nouvelle culture, là où elle a émergé, sont issues d'un métissage ou pas récent. Maintenant qu'on a cette information génétique, on a vraiment la possibilité d'aller euh, adresser cette question qui également a été en fait formulée au cours des derniers siècles par différents penseurs, historiens et archéologues, qui par exemple tendaient à suggérer que plus grande civilisation serait issue en réalité de la rencontre de peuples. Là-dessus, je vais remercier l'équipe dans laquelle je travaille, Génétique évolutive humaine, à l'Institut Pasteur, ainsi que tous nos collaborateurs en Polynésie, en Afrique et également en France, et nos organismes financiers. Et je vous remercie tous et toutes pour avoir écouté ce que je racontais. J'espère avec attention et plaisir. Merci beaucoup, Étienne. C'était vraiment passionnant, vraiment super bien expliqué. Et ben, voilà, c'est un très très bel exposé. C'est vraiment magnifique. Merci beaucoup à vous pour votre attention, toutes vos questions super et pour votre intérêt. Merci, Étienne. Au revoir. Au revoir.